Athènes, juillet 2015. Sur ton écran, tu regardes le journal télévisé. Les images semblent venir d'un autre siècle. Des retraités pleurent devant des distributeurs de billets aux écrans noirs. Des files d'attente s'étirent sur les trottoirs brûlants dès 4 heures du matin. La limite de retrait vient de tomber. 60 € par jour. En France, bien au chaud dans ton salon, tu as regardé ce naufrage avec pitié. Tu t'es dit que c'était la Grèce, qu'ils avaient mal géré leur compte, que cela n'arriverait jamais chez nous. Cette arrogance tranquille est ton pire ennemi. Tu te dis que nous sommes le pilier de l'Europe. Pourtant, en 2025, l'Europe est un immense château de cartes. La vulnérabilité de notre système est mathématiquement 3 fois supérieure à celle d'il y a 10 ans. La dette publique dépasse largement les 110% de notre richesse nationale. L'inflation a rongé les fondations industrielles. La remontée brutale des taux d'intérêt par la Banque centrale a secrètement fissuré les bilans de tes propres banques locales. Elles sont saturées de vieilles dettes d'État qui ne valent plus rien sur le marché. Le vernis de notre normalité est terrifiant de finesse. En logistique, on calcule qu'il y a environ 3 repas entre une société civilisée et le chaos total. En ingénierie financière, la réalité est encore plus froide. Un seul week-end de fermeture des guichets te sépare de la faillite personnelle absolue. Ce guide n'est pas une théorie anxiogène. C'est une autopsie juridique de lois déjà votées, conçue pour se refermer sur ton argent. La bascule ne se fera pas un mardi matin avec des sirènes hurlantes. Elle se fera un vendredi soir, juste après la fermeture des marchés américains. Imagine l'instant. Il est 19 heures. Tu es à la caisse du supermarché. Ton chariot est plein pour la semaine. Tu insères ta carte bancaire dans le terminal de paiement. Le petit écran affiche une connexion en cours. Le plastique de l'appareil est tiède. Puis, un message d'erreur rouge clignote. Opération refusée. Tu souris, légèrement gêné face à la caissière. Tu tentes une autre carte. Le même message s'affiche. Autour de toi, le bourdonnement des conversations s'arrête. Les autres clients commencent à murmurer. Leur carte ne passe plus non plus. Le gérant du magasin s'approche et annonce un problème informatique national affectant les liaisons de paiement. Tu abandonnes ton chariot rempli de vivres frais avec un soupir agacé et tu sors dans l'air frais de la nuit. Ton premier réflexe cognitif est de chercher un distributeur automatique pour retirer du papier. Une action simple. Sur le chemin, tu remarques que la file d'attente devant l'agence bancaire du coin de la rue s'étend déjà sur 50 mètres. Les visages sont éclairés par la lumière crue de l'enseigne. Les regards fuient. L'angoisse silencieuse s'installe. Tu observes la personne devant la machine. Elle insère sa carte. Le moteur plastique avale le rectangle. L'écran à cristaux liquides affiche le menu habituel. Mais le bruit mécanique caractéristique de la compteuse de billets ne se déclenche pas. À la place, un long bip strident retentit. L'écran devient instantanément rouge. Hors service. Tu sors ton téléphone pour vérifier ton application bancaire. Ton doigt glisse sur le verre glacé. L'écran de chargement tourne à l'infini. Puis une erreur de connexion au serveur s'affiche. C'est la première phase du choc cognitif. Le déni profond. Ton cerveau refuse d'admettre que l'argent que tu croyais posséder n'est en fait qu'une ligne de code informatique. Une ligne hébergée sur le serveur d'une entreprise privée qui vient d'éteindre ses machines. Ce n'est soudainement plus ton argent. Tu rentres chez toi les mains vides. Dans le salon, les chaînes d'information en continu affichent des bandeaux rouges urgents. Une mesure exceptionnelle de stabilité financière vient d'être décrétée par les autorités européennes. Les retraits sont suspendus jusqu'à lundi pour éviter une panique systémique. Le blocage est total. Tu te tournes vers le portefeuille posé sur la table. Tu l'ouvres. Tu n'as que 40 € à l'intérieur. La sueur perle sur ton front. Tu réalises que tu as délégué la totalité de ton existence à autrui. L'espoir n'est pas une stratégie de maintien en vie. La plupart des gens se contentent de deviner combien de temps leurs maigres vivres dureront. Ils parient leur sécurité sur l'aveuglement. Ne fais pas cette erreur.
Rends-toi sur protocolsurvival.com et commence notre cours gratuit Catastrophe Survival 101. Forme-toi avant que le système ne se fonde. Tu dois comprendre la mécanique d'une crise avant de subir les conséquences physiques. Apprendre à sécuriser ton ravitaillement quand la monnaie cesse de circuler est ta priorité absolue. Fais-le maintenant. La première nuit du blackout financier est rythmée par une incompréhension généralisée. Tu entends des éclats de voix dans la rue, les stations-service entièrement automatisées, celles qui exigent un paiement par carte pour libérer les pistolets de distribution, tombent en panne logicielle. Des centaines de litres de carburant dorment juste là, sous le bitume glacé. Mais la transaction numérique qui te permettrait d'actionner les ponts n'existe plus. La monnaie électronique est le sang de notre logistique moderne. Quand le cœur s'arrête, les organes gèlent en quelques heures. À 4 heures du matin, tu arpentes ton couloir. Tu fais le compte de tes provisions. 3 jours au mieux. Tu penses à l'État protecteur. Tu te dis que le gouvernement interviendra avec force dès le lundi matin. Tu te raccroches à l'idée séduisante de la garantie des dépôts bancaires. On t'a toujours répété que tes économies étaient protégées jusqu'à 100 000 € par l'institution étatique. C'est le mensonge le plus puissant et le plus apaisant de l'ingénierie financière européenne. Tu vas découvrir la violence des mathématiques. Avant même que le soleil ne se lève sur ce samedi matin, la chaîne d'approvisionnement nationale commence à se nécroser. Les camions frigorifiques garés sur les plateformes logistiques périphériques refusent de démarrer. Pourquoi? Parce que les cartes carburant professionnelles des chauffeurs sont rejetées par les terminaux des dépôts pétroliers. Les grossistes ne livrent plus les supermarchés car l'assurance crédit interentreprise vient d'être instantanément révoquée par des algorithmes de gestion des risques. Le transfert de calories de la terre vers ton assiette vient d'être sectionné à la base. Notre économie fonctionne en flux tendu. Le fameux juste à temps. Les entrepôts des supermarchés urbains ne contiennent que 72 heures de stock réel. Pas de réserve cachée à l'arrière, seulement des quais de déchargement optimisés pour un flux continu de camions. Si les camions ne peuvent plus facturer leur gasoil numériquement, ils restent à quai. Samedi midi, tu observes depuis ta fenêtre des foules confuses converger vers les épiceries de quartier. Ils découvrent que l'argent virtuel dans leur téléphone ne vaut pas un simple paquet de pâtes sèches. Lundi matin, le soleil se lève sur une zone urbaine paralysée. Le guichet de ton agence bancaire reste désespérément fermé derrière sa grille métallique inviolable. Une simple feuille A4 imprimée à la va-vite est scotchée sur la vitrine, de l'intérieur. Elle invoque une directive d'urgence de la Banque centrale européenne. Tu penses immédiatement au fonds de garantie des dépôts, ce fameux filet de sécurité étatique. Sais-tu de combien dispose réellement ce fonds de garantie dans notre pays? Les chiffres publics annoncent environ 7 milliards d'euros. 7 milliards. Cela paraît énorme, jusqu'à ce que tu regardes l'autre plateau de la balance. Les dépôts bancaires totaux de tes concitoyens représentent plus de 3 000 milliards d'euros. Le calcul est d'une brutalité mathématique sans appel. Le fonds de garantie couvre techniquement à peine 0,2% de l'épargne réelle. C'est un placebo psychologique de masse, minutieusement conçu pour éviter les mouvements de panique bancaire prématurés. Si une seule banque systémique se fonde réellement, ce fonds sera intégralement asséché en moins de 48 heures. Il ne restera rien pour toi. Absolument rien. Ce que tu vis ce lundi matin n'est pas une anomalie imprévisible. C'est un protocole opérationnel testé avec succès à Chypre au printemps 2013. Les technocrates européens ont alors déployé une arme de destruction massive inédite. Auparavant, lorsque le système financier tremblait, l'État injectait l'argent des impôts pour sauver les banques. C'était un sauvetage externe, le bail-out. Mais à Chypre, la logique fut inversée. Ce sont les déposants, les clients comme toi, qui ont payé l'addition. C'est le principe du renflouement interne, le buy-in. Du jour au lendemain, à Nicosie, des épargnants prudents ont vu près de la moitié de leurs économies excédant 100 000 € être totalement effacées des serveurs. Cet argent n'a pas été soumis à un impôt classique. Il a été purement et simplement confisqué pour renflouer les caisses vides de l'institution. Il a été converti de force en actions illiquides d'une banque en ruine.
La dure réalité juridique, celle que ton banquier de détail ne t'expliquera jamais, c'est ton véritable statut. L'argent que tu déposes sur ton compte courant ne t'appartient plus depuis la seconde où il franchit le guichet. En validant ce dépôt, tu viens d'accorder un prêt non garanti à une institution commerciale privée. Tu deviens un simple créancier chirographaire de dernier rang. Si le navire prend l'eau, ton argent coule dans les cales avec lui. Et cette méthode chirurgicale, testée à Chypre, a été discrètement transposée dans notre droit européen au 1er janvier 2016. Une directive européenne précise l'ordre exact du pillage. Cette directive stipule clairement l'ordre de liquidation en cas de résolution d'une crise bancaire. Les actionnaires seront les premiers essorés, les créanciers obligataires suivront, et enfin, les déposants particuliers et professionnels seront mis à contribution. Même si ton solde bancaire est modeste, tu n'es pas à l'abri des mesures de rétention. Tes liquidités seront administrativement gelées pendant des mois pour permettre aux auditeurs de réaliser la restructuration des bilans. Pendant ces mois de gel, ton estomac continuera pourtant d'exiger 2000 calories par jour. Au troisième jour, la véritable faim logistique commence à se manifester dans les quartiers. Les supermarchés de proximité qui acceptaient encore la monnaie papier ont été littéralement dévalisés. Les rayons sont vides, dépouillés de tout produit sec. L'argent physique prend soudainement une valeur immédiate, charnelle, vitale. Si tu as cru, confortablement installé dans ta routine, que l'ère du paiement sans contact rendait le billet de banque obsolète, la friction de la réalité vient de te gifler. Sans espèces chez toi, tu es enfermé dans ton appartement. Tu regardes le fond de ton meuble de cuisine. Il te reste 2 paquets de pâtes entamées, du riz basmati et 3 boîtes de haricots. Tu penses encore que l'État va envoyer l'armée dans les rues pour distribuer de la nourriture par camion. Analysons cela froidement. La logistique militaire actuelle est dimensionnée pour projeter rapidement quelques milliers de soldats sur un théâtre d'opérations lointain. Elle n'a absolument ni les camions, ni les effectifs, ni le carburant pour nourrir quotidiennement près de 68 millions de personnes. Regarde la logistique des secours d'urgence. Les lourds camions rouges de la sécurité civile consomment près de 30 litres de gasoil aux 100 km. Sans un réseau de paiement numérique fonctionnel pour débloquer les pompes sécurisées des grands dépôts de carburant régionaux, cette flotte entière reste clouée sur les parkings des préfectures. Les pompiers ne viendront pas te livrer des bouteilles d'eau minérale au 5e étage. L'État se concentrera exclusivement sur le maintien de l'ordre autour des infrastructures critiques. Ton quartier sera livré à lui-même. C'est exactement ici que tu dois affronter tes propres excuses psychologiques. Tu dis parfois, lors de discussions de salon face à ces scénarios extrêmes, que tu préfères abandonner, que tu préférais mourir rapidement plutôt que de lutter dans un monde effondré. Ce discours élégant est un luxe de temps de paix. C'est une lâcheté intellectuelle profonde. Que feras-tu le 4e jour de blocage lorsque ton enfant s'approchera de toi dans la pénombre, te regardant avec des lèvres gercées en te demandant pourquoi il n'y a plus d'eau? Vas-tu vraiment le regarder dans les yeux et lui dire que tu avais simplement la flemme de te préparer techniquement? Que tu trouvais ça trop contraignant de stocker des billets et des conserves? L'instinct protecteur écrasera instantanément ton fatalisme artificiel. Ton enfant aura faim. Son métabolisme continuera de brûler des milliers de calories, que tu sois philosophiquement déprimé ou non. La faim biologique ne prend pas en compte tes états d'âme. Tu seras obligé de te lever et d'agir pour le maintenir en vie. Mais sans aucune préparation financière préalable, chaque action hors de chez toi te coûtera une énergie désespérée et t'exposera au danger. Souviens-toi de la Grèce en 2015. Le contrôle brutal des capitaux a littéralement aspergé d'acide la vie quotidienne. Les cartes bancaires étaient bloquées pour tout achat extérieur. Tu avais besoin d'une pièce de rechange mécanique venue d'un pays voisin pour réparer ton générateur? Il t'était impossible de la payer en ligne. Le système de paiement te verrouillait physiquement dans ton propre périmètre géographique. Une économie de troc particulièrement rude s'est rapidement mise en place à Athènes. Ceux qui possédaient de l'argent liquide, du vrai papier palpable, caché sous une lame de parquet ou dans un coffre mural, devenaient soudainement les rois de leur quartier. Ils négociaient des réductions de moitié sur de la nourriture non périssable. Ils achetaient du carburant sous le manteau dans des bidons opaques
ou payaient des soins médicaux clandestins. Le liquide était devenu l'unique preuve de solvabilité opposable à une monnaie numérique transformée en fantôme. La liquidité physique conservée à domicile est ta première ligne de défense logistique. Mais combien faut-il garder chez soi? La doctrine d'urgence exige un strict minimum de 1 à 3 mois de tes dépenses incompressibles. Si tu as besoin d'environ 1500 € mensuels pour acheter à manger, te chauffer au fioul et payer de la main-d'œuvre de réparation d'urgence, tu dois détenir cette somme exacte en espèces. Mais attention à la répartition. Oublie immédiatement les grosses coupures de 100 ou de 200 €. En plein milieu d'une pénurie d'infrastructures, absolument personne n'aura la monnaie sur un billet de 200 € pour te vendre un modeste sac de riz de 5 kilos ou une boîte d'antibiotiques. Si tu présentes une grosse coupure, tu devras soit abandonner la transaction, soit laisser la différence en pourboire forcé. Il te faut exclusivement des petites coupures. Des liasses de billets de 10, de 20 et de 50 €. C'est le véritable oxygène de la microéconomie de survie immédiate sur le terrain urbain. Malgré ce que la morale ambiante veut te faire croire, il est parfaitement légal dans notre droit de détenir d'importantes sommes d'argent liquide à ton domicile. La loi fiscale encadre strictement les montants des paiements en espèces effectués auprès d'un professionnel commerçant, mais elle ne t'interdit aucunement de stocker les fruits de ton salaire chez toi. L'investissement dans un coffre-fort lourd, de classe de résistance certifiée, ancré profondément dans la dalle de béton de tes fondations, constitue ton tout premier rempart matériel contre la paralysie. Au 10e jour du blocage, le blackout financier engendre un stress cognitif intense. Les coupures de courant tournantes commencent car les gigantesques factures énergétiques entre les producteurs industriels ne peuvent plus être compensées informatiquement. Les serveurs régionaux tombent. Tu te rends soudain compte que l'intégralité de tes documents vitaux, tes preuves d'identité, tes actes de propriété, tes polices d'assurance et tes carnets de santé sont stockés dans un nuage numérique distant. Un cloud auquel tu n'as subitement plus aucun accès via ton réseau cellulaire. Quand le réseau électrique lâche, tes données dans le cloud s'évaporent dans le néant électronique. Il te faut un système d'inventaire, d'information et de protocoles fonctionnant 100% hors ligne. C'est exactement pour ça que j'ai développé Protocol Survival. Utilise notre application mobile comme ton coffre-fort de données numériques localisées pendant que tu as encore accès au haut débit. Télécharge-la maintenant sur ton appareil. Centralise toutes tes connaissances stratégiques et tes documents critiques directement sur la mémoire physique de ton téléphone. Sois le maître de tes données. Nous atteignons la 2e semaine. Tu penses peut-être secrètement que ton assurance-vie viendra te sauver. C'est après tout le placement en roi dans notre pays. Près de 2000 milliards d'euros de patrimoine dorment paisiblement sur ces contrats dits sécurisés. Laisse-moi t'exposer une autre loi votée dans la discrétion parlementaire en décembre 2016. La loi Sapin 2. Son article 21 est une véritable guillotine patrimoniale suspendue au-dessus de tes économies. Ce texte accorde un pouvoir absolu de rétention aux instances de régulation. Le prétexte légal avancé est simple à comprendre. Il s'agit de préserver la stabilité globale du système face à une panique irrationnelle ou un choc obligataire majeur. La traduction pratique est terrifiante. Au moment exact où tu auras désespérément besoin de récupérer une partie de tes fonds pour exfiltrer ta famille ou sécuriser ta maison, l'État bloquera juridiquement les retraits. Cette fermeture des vannes peut s'étendre sur une durée légale allant jusqu'à 6 mois consécutifs. Ton épargne de précaution devient une prison dorée inaccessible. Ta confiance aveugle est la matière première qu'ils exploitent au quotidien. Le système entier repose sur une illusion de solvabilité collective. Tant que tous les déposants ne demandent pas à récupérer leur capital le même jour, l'hologramme tient debout. Mais avec la fulgurance des algorithmes de trading et la propagation virale de l'angoisse sur les réseaux sociaux, un effondrement bancaire ne s'étale plus sur plusieurs semaines d'agonie. La panique s'exécute en quelques heures intenses. C'est ce qui a foudroyé certaines banques américaines récemment. La dure réalité des chiffres rattrape toujours le discours politique rassurant. Pendant la dernière décennie, nos institutions financières ont massivement accumulé des obligations d'État rapportant un taux d'intérêt proche du néant. Avec la violente remontée des taux directeurs pour tenter d'endiguer l'inflation, la valeur marchande de ces anciennes créances s'est effondrée.
Les bilans de tes banques dissimulent des trous abyssaux, des moins-values latentes qui se chiffrent en milliards. Si ce château branlant s'écroule, ta monnaie papier à domicile te donnera un délai respiratoire. 15e jour. La société urbaine doit se réorganiser autour d'un centre de gravité beaucoup plus lourd. La colère brûlante des premiers jours a lentement laissé la place à une résignation active et silencieuse. Ceux qui n'avaient absolument rien anticipé font la queue sous la pluie devant des centres de distribution de fortune, encadrés par la police. Les rations distribuées sont misérables. Un paquet de riz blanc, quelques haricots en conserve, pour nourrir une famille entière. Tu observes les visages creusés par le stress continu. Tu commences à voir tes propres voisins descendre dans les cours intérieures pour troquer. Un homme échange une perceuse professionnelle à batterie contre 20 litres de gasoil siphonné. Une femme propose des vêtements polaires en échange d'antibiotiques pour enfants. Le marché gris s'installe naturellement. C'est à cet instant précis que tu dois déployer ton assurance de second niveau, celle qui prend le relais quand le papier-monnaie commence à subir l'hyperinflation de pénurie. Je parle de la possession directe d'or et d'argent métallique. Leur physique ne fait jamais faillite. Ils naissent la promesse ou la dette de personne. Depuis des millénaires, c'est la seule et unique valeur refuge qui a systématiquement survécu à la désintégration des empires, des monnaies fiat et des régimes politiques. L'or est l'encre lourde qui maintient fermement ton pouvoir d'achat ancré au fond du port, pendant que l'ouragan financier arrache et disperse toutes les richesses virtuelles de surface. Mais tu dois être extrêmement vigilant face aux pièges sophistiqués de l'or de papier. N'achète jamais d'exposition à l'or par l'intermédiaire de ta plateforme bancaire, sous forme de certificats numériques ou de fonds indiciels. Si la crise détruit l'infrastructure de la banque, tu te retrouveras avec un simple titre informatique attestant que tu possédais un droit sur un lingot stocké dans un caveau londonien. Tu seras éventuellement dédommagé des mois plus tard en monnaie fiduciaire lourdement dévaluée. En matière de survie extrême, la loi est inflexible. Si tu ne peux pas le toucher physiquement, tu ne le possèdes pas. La véritable stratégie de conservation de richesse repose sur le concept de métaux précieux divisibles. Oublie immédiatement les gros lingots étincelants des films. Si tu dois payer le droit de franchir un barrage routier ou rémunérer un chirurgien pour une intervention vitale dans une clinique privée d'électricité, tu ne pourras pas scier ton lingot d'1 kilo. La protection optimale pour un francophone réside dans la pièce d'or de 20 francs, le classique Napoléon. Elle contient un peu moins de 6 grammes d'or. C'est l'unité de transaction tactique par excellence. Le Napoléon est instantanément reconnu par n'importe quel intermédiaire en Europe. Il est facile à dissimuler sur ton corps, hautement liquide en période de trouble et ne déclenche pas une attention dangereuse lors d'un paiement discret. Ces pièces te permettront de sécuriser un abri à long terme ou d'acheter un véhicule tout-terrain ancien sans électronique. L'or est ta capsule de sauvetage intergénérationnelle. Mais pour le commerce quotidien, pour l'épicerie de survie, tu auras besoin de l'argent. L'argent métal est la monnaie d'échange de l'apocalypse au ras des trottoirs. Si une pièce d'or sert à relocaliser ta famille, une pièce d'argent sert à acheter du bois sec, des antibiotiques vétérinaires ou une batterie de voiture. Son pouvoir d'achat est parfaitement dimensionné pour l'approvisionnement vital de la semaine. Comment l'échanger? Tu ne l'exhibes jamais dans la rue. Tu attends d'être à l'intérieur, derrière une porte close. Tu fais glisser la lourde pièce d'argent sur la table en bois rayée du fermier. L'agriculteur écoute le tintement clair de l'alliage pur qui frappe le plateau de la table. Privilégie toujours les pièces nationales ayant circulé, chargées d'histoire. La pièce de 50 francs Hercule, lourde de 30 grammes, offre une présence rassurante dans la paume d'une main. Les personnes âgées la reconnaissent immédiatement. La pièce de 10 ou 5 francs semeuse remplit la même fonction pour l'appoint. Ces disques d'argent ternis sont des coffres-forts miniatures qui conservent silencieusement l'énergie de ton travail passé, à l'abri des taxes confiscatoires. Une erreur fatale consisterait à louer un compartiment blindé dans ton agence bancaire de quartier pour y cacher ces métaux. C'est l'illusion de la sécurité absolue. Le jour précis de l'effondrement, lorsque le lourd rideau métallique de l'agence est descendu et verrouillé par décision étatique, tu perds tout accès à la salle des coffres.
Tes économies métalliques sont prises en otage à quelques mètres de toi, derrière un sas d'acier qu'un employé en fuite est le seul à pouvoir déverrouiller. C'est inacceptable en gestion de crise. Ton patrimoine de survie physique doit impérativement être conservé en dehors du réseau bancaire traditionnel. Le stockage souverain exige de la redondance et de la discrétion géographique. Une part enfouie chez toi, dans des caches indétectables, pour faire face aux urgences absolues. Une autre part externalisée dans des sociétés de gardiennage privées, localisées dans des zones de haute stabilité juridique, comme la Suisse. Ces coffres doivent être ouverts à ton nom propre, et non sur le bilan comptable d'une entité financière fragile. Élimine le risque de contrepartie. 30 jours se sont écoulés. L'épuisement mental ronge les quartiers résidentiels. C'est le moment critique où tu dois anticiper l'architecture du nouveau contrôle social. Les autorités en déroute vont proposer une solution numérique miraculeuse pour fluidifier l'économie. La monnaie numérique de banque centrale. Ils te la vendront avec des termes hygiéniques et rassurants. Inclusion, sécurité absolue, innovation. Ils promettront même de verser un revenu de secours directement sur ce nouveau portefeuille d'État pour régler tes dettes immédiates. Ne tombe pas dans ce filet de données. L'euro numérique est la matrice finale de l'asservissement monétaire. À la différence d'un virement classique, cette monnaie est intimement programmable par ses créateurs technocratiques. Ils ont la capacité d'y coder des dates de péremption pour te forcer à consommer et soutenir les indicateurs. Ils peuvent instaurer des taux de prélèvement automatiques pour effacer la dette publique. Pire encore, ils peuvent géolocaliser et interdire en temps réel tout achat d'essence ou de viande rouge qui dépasserait ton quota de bonne conduite imposé par une administration lointaine. Le cash, le bon vieux papier imprimé froissé, demeure l'ultime sanctuaire de ta liberté transactionnelle quotidienne. C'est l'espace de confidentialité inviolable entre toi, un billet de banque et un vendeur local. Sans paiement liquide, ton profil devient totalement transparent. Tes moindres opinions politiques, tes voyages discrets, tes lectures, ton régime alimentaire, tout se retrouve soumis à la validation d'un algorithme de conformité étatique. C'est la raison pour laquelle la machine cherchera à éliminer les espèces. Ton devoir est de maintenir une marge de manœuvre opaque. Deuxième mois de paralysie économique. La survie n'a plus rien d'une aventure exaltante. Elle est devenue une routine rude, sale et épuisante. La mathématique implacable de la logistique l'emporte sur toutes les considérations théoriques. Posséder des métaux précieux est fondamental. Mais l'argent n'est au fond qu'un vecteur qui facilite l'échange. Tu ne peux physiquement pas digérer l'argent et tu ne vas pas chauffer la chambre de ton enfant en brûlant des certificats bancaires. La véritable indépendance exige la conversion de l'argent en actif concret de résilience. L'objectif est l'actif tangible. C'est une parcelle de terre argileuse capable de générer des calories sous forme de tubercules. C'est un forage sur ton terrain qui sécurise ton apport en eau potable. C'est une maison campagnarde équipée d'un foyer à double combustion, totalement immunisé contre les défaillances de la grille électrique européenne. Le patrimoine immobilier n'est plus ce penthouse luxueux en plein centre-ville qui se transforme en fournaise ou en piège mortel dès que l'eau sous pression cesse de monter au 10e étage à cause d'une coupure. Le béton dense d'une grande métropole devient rapidement hostile sans approvisionnement énergétique. La véritable valeur refuge de notre époque, c'est l'outil de production autonome. C'est un stock d'aliments lyophilisés protégés de l'humidité. Ce sont des scies forestières qui se moquent des batteries électriques. Et surtout, c'est l'accumulation de compétences testées sous stress. Savoir recoudre une blessure profonde avec du fil stérile, savoir changer le joint de culasse d'un vieux tracteur diesel, ou savoir filtrer les métaux lourds d'une eau stagnante. Ces gestes valent des lingots d'or. Il faut également envisager la fuite stratégique. Le Bitcoin a été codé précisément en réponse au sauvetage injuste des banques de 2008. Malgré sa volatilité de court terme, son architecture permet de transporter l'équivalent de ton patrimoine à travers une zone de conflit sans aucun bagage. 12 mots cryptographiques gravés dans la mémoire de ton cerveau te suffisent pour restituer ta valeur à l'autre bout du monde. Aucun poste de contrôle,
aucune douane autoritaire ne peut confisquer une information stockée exclusivement dans tes réseaux neuronaux. 100 jours se sont écoulés. L'illusion fiduciaire est morte, et avec elle, la naïveté collective. La préparation financière rigoureuse n'est pas le fruit d'une psychose de fin du monde. C'est au contraire l'expression la plus pure et la plus rationnelle de ta responsabilité d'adulte protecteur. L'État a pour unique objectif de sauvegarder sa souveraineté administrative. Les conseils d'administration des banques protègent leurs bonus trimestriels. Personne ne descendra d'une tour de verre de la finance pour s'assurer que ta famille dort en sécurité, le ventre plein. Sois ta propre forteresse.